Après, évidemment, ce rapport de recherche insiste sur le fait que c'est bien beau ça, mais que pour le mettre en œuvre, il faut bien tenir compte de la réalité. La réalité, c'est des institutions, c'est des traditions, c'est des cultures, et on ne change pas tout ça comme ça d'un coup de baguette magique du jour au lendemain. Par exemple, on sait que la plus mauvaise façon d'essayer de faire apprendre les langues, c'est de réunir 30 ou 40 apprenants en même temps dans une classe pour 50 minutes, 4 fois par semaine. C'est sans doute ce qu'il y a de plus inefficace. Sauf qu'il y a des tas d'institutions scolaires qui sont organisées autour de ces principes-là et qu'on ne va pas les changer du jour au lendemain. Alors, bon, on va peut-être essayer de les changer, mais en même temps, il faut bien observer ces pratiques institutionnelles et puis essayer de faire avec pour les faire évoluer doucement, non pas en allant contre, mais en travaillant avec. Enfin, donc, le rapport en question propose des façons de développer une éducation plurilingue. Et donc, ça s'organise autour de 2 grands principes. Le premier, et c'est très significatif que ce soit le premier, c'est il faut d'abord créer une culture du plurilinguisme. Il faut d'abord habituer l'ensemble des sociétés, tous les gens qui y vivent, à ce que le plurilinguisme soit là, partout, partagé par nous tous. Alors non seulement dans la formation, c'est-à-dire l'idée qu'on ne peut plus se contenter d'une seule langue, qu'on ne peut plus se contenter d'une seule deuxième langue. Vous savez, le monolinguisme langue 2 qui frappe l'Europe de façon terrible. La France, encore une fois, est un bon exemple. Il y a d'abord le monolinguisme langue 1, c'est le français. Et puis ensuite, ah oui, non, si, c'est vrai, les petits Français, et peut-être même parfois les adultes, apprennent tous, ou presque tous, une autre langue. Sauf que c'est tous la même. Enfin, à 99%, dans leur cursus linguistique, ils apprennent tous l'anglais. Et donc, le monolinguisme va loin, puisque vous voyez que non seulement il essaye d'homogénéiser les langues à l'intérieur même des langues, mais il envisage même que l'enseignement des langues, ça soit un enseignement d'un deuxième monolinguisme. Donc il y a des flux énormes d'Européens, de jeunes Européens, qui apprennent l'anglais, et uniquement l'anglais. Alors ça rend des services, mais ça pose aussi des problèmes, parce qu'évidemment, ça veut dire qu'il y a toutes sortes de relations entre Européens qui ne seront pas possibles, sauf à passer par une langue tierce, qui évidemment ne crée pas une relation aussi intime, aussi directe, aussi riche, y compris sur le plan interculturel, puisqu'on passe par une langue instrumentale qui n'est la langue véritablement vécue au quotidien par aucun des deux interlocuteurs. Et donc, sont en train de passer à la trappe en France, par exemple, en Europe en général, des langues européennes pourtant relativement importantes, comme par exemple, vous le savez bien, l'allemand ou l'italien. Il y a de moins en moins de gens qui apprennent l'allemand et l'italien en Europe. Or, vous prenez l'allemand, c'est quand même une langue parlée par énormément d'Européens, langue officielle de plusieurs États européens. Quel est le pourcentage de jeunes Français qui apprennent l'allemand en France? Extrêmement réduit. Vous voyez le problème que ça pose. Et c'est vrai pour toute une série d'autres langues, y compris des langues non européennes qui pourtant nous seraient bien utiles, y compris parce qu'elles sont apportées en Europe par les populations migrantes. Combien y a-t-il d'Européens qui apprennent l'arabe et qui peuvent créer une relation, des échanges, une compréhension mutuelle avec les gens qui sont arabophones sur Terre? Et pourtant, il y a une partie de la population qui vit en Europe qui à l'origine est porteuse de cette langue-là. Mais vous savez ce qu'elle est en train de faire, cette population? Elle est en train d'abandonner sa langue d'origine. Et vous savez comme moi que alors la France, de ce point de vue-là, c'est les arabophones du Maghreb, les Maghrébins de la 2e ou de la 3e génération, pour l'immense majorité d'entre eux, évidemment en France devenus français comme tous les autres, ni plus ni moins, ils perdent aussi les langues d'origine, tout comme nous avons perdu le breton, le gallo, le provençal, l'italien ou le polonais pour les migrations du début du siècle. On est en train de perdre l'arabe aussi. Donc on perd du plurilinguisme et de la possibilité d'échange avec les autres. Donc, créer une culture du plurilinguisme, c'est important. C'est-à-dire faire en sorte qu'être plurilingue, ça soit normal, que les sociétés soient plurilingues. Qu'on ne puisse plus vivre en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne,
en ne voyant autour de soi à peu près que du français, de l'allemand ou de l'anglais. Mais qu'on puisse avoir accès à la radio, à la télé, dans les ouvrages, dans les spectacles, dans les rues, en entendant les gens parler à toutes sortes d'autres langues. Par exemple, quand les gens prennent le métro à Rennes, qu'ils ne se retournent pas quand ils entendent quelqu'un parler une autre langue que le français. Vous avez observé ce qui se passe dans le métro si brutalement 3 personnes rentrent et parlent. Allez, mettons, on va prendre un truc exotique, hein, breton. Ben, même à Rennes, les gens se retournent et écoutent. Tiens, qu'est-ce qu'ils parlent? Alors, je ne vous parle pas de leur réaction s'ils parlent swahili ou kabyle, évidemment. Hein. Cela dit, il y a une partie des gens qui sont tellement peu habitués à entendre des langues autour d'eux qu'ils peuvent parfaitement entendre du breton et croire que c'est du kabyle, et réciproquement. Et ça aussi, c'est un problème d'éducation au plurilinguisme. On n'est même pas capable de reconnaître les langues que les gens parlent autour de nous. Donc il faut créer une culture du plurilinguisme, parce qu'une fois que c'est devenu normal d'être plurilingue, alors on a mis en place les conditions qui rendent possible, qui rendent plus facile, qui rendent plus motivé l'apprentissage des autres langues. Comment voulez-vous motiver les gens à apprendre des langues dans une société où de toute façon on a l'impression qu'on n'en a pas besoin? Il y a plein de gens qui ont l'impression qu'on n'a pas besoin. Alors on leur dit si c'est bien de parler l'anglais, l'allemand, l'italien, l'arabe, le chinois. Oui d'accord, mais au quotidien, l'usage il le voit où? S'il le voyait, il l'apprendrait. Donc créer une culture du plurilinguisme, c'est vraiment absolument primordial. Et puis, reste, deuxième piste, à organiser l'éducation plurilingue. Alors, organiser l'éducation plurilingue, ça veut dire identifier les besoins, mais les besoins attestés, hein, les besoins qui sont issus de la demande sociale et des pratiques sociales. Quand les gens vont apprendre les langues, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? De quoi ils ont besoin? À quoi ça leur sert? Pas s'imaginer enfermé dans son bureau tout seul, je vais leur enseigner telle langue et puis ils vont avoir besoin de ça, ça et ça. Ce qui est souvent abouti à un enseignement qui justement ne sert pas à grand chose parce que parfois on ne se pose même pas la question d'à quoi ça sert de parler une langue. C'est quand même aussi un outil de communication. Mais identifier des besoins sociaux et y répondre. Faire des pratiques sociales et des besoins sociaux les objectifs de l'enseignement et de l'apprentissage des langues. Évidemment, ça va renforcer l'aspect approche communicative, approche interculturelle. Et ça va mettre en question, d'où les problèmes institutionnels, beaucoup de choses qu'on enseigne et qu'on fait apprendre et qui sont intransférables dans une pratique linguistique. Le nombre de gens qui ont appris par cœur à réciter des conjugaisons dont ils ne font jamais rien, des listes de vocabulaire qu'ils n'ont plus jamais utilisées après les avoir récitées, etc., etc. Je ne vous parle pas des exercices stupides dans lesquels on fait écrire des phrases qui n'ont aucun sens. Ça met en question évidemment ces pratiques-là et pourtant, hélas, elles sont répandues. Ça veut dire aussi essayer de créer de la cohérence, alors je vais préciser un peu, à la fois horizontale et verticale dans les dispositifs d'éducation au plurilinguisme et donc d'enseignement des langues. Cohérence horizontale, ça veut dire que les principes méthodologiques qu'on met en œuvre, ça soit les mêmes dans les différentes langues que, par exemple, les enfants à l'école ou les adultes en formation continue apprennent. Que les principes méthodologiques soient cohérents entre eux. Parce que dans les faits, qu'est-ce qui se passe souvent? On apprend une langue d'une certaine façon, avec une certaine méthodologie, certains objectifs, certains types de supports, puis on en apprend une deuxième avec une toute autre méthodologie, d'autres supports, d'autres objectifs, éventuellement contradictoires l'une avec l'autre. Ça ne facilite pas l'apprentissage, comme vous pouvez l'imaginer. Et il faut inclure là-dedans les enseignements dits de langue maternelle, c'est-à-dire en fait de langue scolaire. En France, les enfants ont des cours de français qui mettent en œuvre un certain nombre de choix didactiques et pédagogiques qui sont très souvent très différents, voire incohérents et contradictoires avec ce qu'on fait dans l'enseignement des autres langues. Or, bien sûr, il y a des spécificités, des différences, mais il y a aussi des points communs, c'est des langues, tout ça. C'est quand même très étonnant qu'il n'y ait pas de lien entre les deux. Parfois même, la terminologie qui est employée pour parler de la langue n'est pas la même. Donc il faut qu'ils apprennent une terminologie pour parler d'une langue qu'ils sont en train d'apprendre et une autre terminologie pour parler d'une autre langue qu'ils sont en train d'approfondir.
mettons que ce soit leur langue maternelle. Ça ne facilite pas les choses. Voilà ce qu'on peut appeler la cohérence horizontale. Puis il y a la cohérence verticale, c'est le fait que tout au long du cursus d'apprentissage, les principes méthodologiques soient cohérents, construisent un tout de façon complémentaire, au lieu de créer des ruptures. Or, il vous est arrivé, je suis sûr, dans votre cursus scolaire, d'avoir travaillé, alors on va prendre un exemple banal, l'anglais avec un enseignant en 6e selon une certaine méthode et certains principes, puis vous arrivez en 5e, c'est fini, on change tout, on ne fait plus la même chose. C'est plus les mêmes principes, c'est plus la même méthodologie, c'est plus les mêmes activités, c'est plus les mêmes objectifs. C'est même plus la même vision de la langue. Quand on a commencé à enseigner les langues vivantes à l'école primaire en France, il y a quelques années, c'est tout récent, avant que ça devienne obligatoire depuis 2002, il y a des élèves qui avaient une initiation à l'anglais en CE2, à l'allemand en CM1, et puis à rien en CM2, ou parfois à rien en CM1, puis ensuite à l'allemand en CM2, parce que ça dépendait des disponibilités, des compétences des enseignants. Enfin, qu'est-ce que vous voulez qu'ils construisent comme apprentissage ? Il n'y a pas de cohérence verticale. L'idée, c'est qu'il y ait une cohérence verticale, ça va quand même probablement favoriser les apprentissages. Et puis, et il termine par là, évidemment, susciter l'innovation pédagogique, enfin, c'est-à-dire, par exemple, ce qui se fait encore rarement, utiliser les langues à apprendre, le plurilinguisme, non pas seulement comme un objet d'apprentissage, mais aussi comme un moyen d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on apprenne les langues et l'usage de plusieurs langues aussi, en même temps qu'on fait des maths, de la gym, de l'histoire, des travaux manuels, qu'on apprend la mécanique automobile ou l'informatique. Évidemment, ça relève du principe immersif et c'est un principe efficace. Mais vous savez que pour l'instant, c'est très peu répandu. Donc l'innovation pédagogique de ce point de vue-là, l'innovation pédagogique en utilisant des cadres d'évaluation et des objectifs qui soient raisonnables et rationnels. Alors, ça fait évidemment écho à ce qu'on appelle le cadre européen commun de référence, qu'on verra ensemble la prochaine fois, qui a identifié des seuils de compétences, et donc dont les objectifs sont très modestes. Parce que l'un des problèmes de l'enseignement des langues, qui est l'une des causes de son inefficacité, c'est son degré d'exigence trop élevé. Le perfectionnisme démotive. En fin de compte, il empêche l'apprentissage au lieu de le favoriser. L'idée, c'est que, on va le retrouver dans le rapport qu'on va voir juste après, toute pratique d'une autre langue, même rudimentaire, même hésitante, même mélangée, alternée, c'est déjà bien. Et qu'il faut avoir des visées avec des paliers qui soient très modestes. Qu'à force de poser en modèle le monolingue langue 1, qu'on ne sera jamais puisqu'on n'est pas des monolingues langue 1 mais des plurilingues langue 2 ou 3, on démotive les gens, on les décourage d'apprendre parce qu'on leur propose un modèle qui ne convient pas et des marches à monter qui sont beaucoup trop hautes pour eux. Donc c'est réorganiser, restructurer, rendre plus modestes mais plus efficaces les objectifs de l'enseignement des langues. Ça va favoriser l'apprentissage de plusieurs langues et donc la pratique du plurilinguisme. Et puis, je termine avec ça. Dans l'innovation pédagogique, il y a évidemment l'approche interculturelle, qui là aussi est explicitement proposée, c'est-à-dire, au fond, centrer la pratique des langues sur la relation à l'autre, sur la rencontre avec l'autre, sur les modalités de la rencontre de l'autre. Ça veut dire, évidemment, adapter les enseignements et les apprentissages à chacun, aux besoins de chacun, aux préacquis des apprenants. Et non pas balancer un enseignement standard, le même pour tout le monde. C'est ça que ça veut dire.
donc pratiquer un certain nombre de principes pédagogiques, comme par exemple celui de la pédagogie différenciée, celui de l'apprentissage autodirigé, celui des activités individualisées, en multipliant les supports et les configurations pédagogiques. Voilà ce que nous propose ce rapport, dont je vous conseille vivement la lecture par ailleurs, puisque vous êtes les enseignants qui vont développer l'éducation au plurilinguisme demain. J'aimerais autant que vous le fassiez dans cet esprit-là, dont on peut penser qu'il est mieux fondé et qu'il sera probablement plus efficace.